Il était une fois un homme perplexe face aux additifs alimentaires. C'était en 1964. Eh bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit? Non, non. Comment voulez-vous que ça aille? Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire? Pour l'empêcher de durcir? Comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques? Depuis 50 ans, on se pose la même question sur les additifs alimentaires. Nous ne les voyons pas forcément, pourtant ils s'invitent à tous nos repas. Les additifs alimentaires sont cachés dans la liste des ingrédients sous un nom de code qui commence par un E. E pour Europe et un numéro pour désigner leur fonction. Colorants, édulcorants, antioxydants, texturants, conservateurs. En réalité, ils s'appellent glutamate, orthophosphate de sodium, dioxyde de titane, de silice. Parmi eux, certains sont chimiques, d'autres sont naturels, mais il y a une zone d'ombre. Tous ces additifs ont été autorisés, pourtant certains sont à risque. Notamment ceux qui contiennent des particules ultra fines, plus petites qu'une bactérie. On les appelle les nanoparticules et elles sont très décriées aujourd'hui. Faut-il avoir peur des additifs et de leurs nanoparticules? Nous avons enquêté sur les secrets bien cachés de nos assiettes dans le monde très opaque des additifs alimentaires. Bonjour. Allez mes chefs de rang. Allez, c'est parti. Dans cette école primaire de Nancy, en Lorraine, la leçon du jour a l'air ludique. Pas grave. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire 3 ateliers cuisine. Mais l'enseignante va s'attaquer à un problème très sérieux. Stéphanie Mansuy dénonce depuis plusieurs années les effets néfastes de certains additifs alimentaires, notamment sur les enfants. Aujourd'hui, elle apprend à ses élèves à concocter des flancs au chocolat, mais sans aucun produit chimique, contrairement à ceux qu'ils ont l'habitude de manger dans les gâteaux industriels et les bonbons. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il y a dedans vite fait, juste pour le fun. Des fois que ça vous donne plus envie d'en manger. Alors, dedans, en fait, il y a un truc qui s'appelle du dextrose. Vous savez ce que c'est dans la nature, le dextrose? Bah, moi non plus, parce que ça n'existe pas dans la nature. Après, il y a un truc qui s'appelle acide citrique. Alors, celui-là, c'est en fait du faux citron. Dans les recettes de Stéphanie, du vrai citron et surtout pas de colorant ni d'arôme. C'est bon? Ces saveurs nouvelles ne plaisent pas toujours. Ça ne fait pas du tout celui-là. Il y a de la poudre. Mais Stéphanie ne renonce pas. Car son combat contre les additifs, elle le mène avant tout pour son fils. Anakin était victime d'épisodes hyperactifs. Persuadée qu'ils étaient liés aux produits chimiques contenus dans les aliments, Stéphanie a tout supprimé et ça a marché. Dans votre cuisine, il n'y a pas un seul additif alimentaire? Ah non, Non. pas du tout. Vous pouvez regarder tout. Tout est, le chocolat, il est sans arôme. Les céréales, elles sont sans arôme. Les gâteaux sont Tous les gâteaux dedans sont sans additifs. Les pâtes de fruits aussi. Il y a 5 ans, Stéphanie a remarqué qu'à chaque fois que son fils mangeait des bonbons et des gâteaux industriels, il devenait incontrôlable. Et quand cela arrive encore par accident, la conséquence est toujours la même. En fait, je vois quand Anakin mange quelque chose qui réagit dans son corps. Alors, je ne sais pas toujours ce qu'il a mangé, mais je le sais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sa maîtresse, il y a 2 jours, l'a eu en soutien. Et elle m'a dit, j'ai pas reconnu ton fils. Je lui dis, en fait, à midi, il a mangé un cookies industriel. Et je pense que dedans, il y avait des produits. Alors là, c'était pas énorme comme truc parce qu'il en a mangé un bout, donc ça va. Mais quand il en mange toute la journée, il sait plus contrôler, il sature. C'est quand même marqué sur les paquets de colorants qu'on achète dans le commerce, risque d'hyperactivité chez l'enfant. C'est marqué, hein. Il y a une astérix. Effectivement, pour ces colorants alimentaires que l'on trouve communément dans nos placards, voici ce que l'on peut lire. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Dans le sud de la France, à côté de Montpellier, un médecin lutte depuis de nombreuses années contre les additifs alimentaires. Laurent Chevalier est chef de l'unité nutrition de cette clinique. Il confirme les intuitions de Stéphanie, l'enseignante persuadée que les additifs rendent son fils hyperactif. Il y a un certain nombre d'additifs pour lesquels on a des interrogations. On a par exemple des colorants qui sont considérés comme assez suspects, ces colorants-là. On a des conservateurs, le E210 à E213, qui aussi pourraient favoriser en association avec les colorants une hyperactivité chez les enfants. Le E320, c'est tout à fait étonnant. C'est un antioxygène. Cet antioxygène est classé cancérogène 2B. Cet antioxygène, qui empêche les sauces ou les yaourts de noircir, est peut-être cancérigène d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Pourtant, il est autorisé dans notre alimentation et ce n'est pas le seul problème pour ce médecin. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les normes ne tiennent pas compte d'un grand nombre de paramètres, ne serait-ce que celui dont on parle de plus en plus maintenant, dit l'effet cocktail, c'est-à-dire les associations entre additifs entre eux. C'est quoi l'effet cocktail? C'est-à-dire qu'on peut analyser un effet pour un additif, mais on ne sait pas quel est l'effet pour 2 additifs lorsqu'ils sont dans le même aliment, ou 3 additifs. Et donc, on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, et ça, c'est très mal étudié. Aujourd'hui, les consommateurs veulent en savoir plus. Le médecin est invité partout en France. 2 à 3 fois par mois, il donne bénévolement des conférences sur les dangers des additifs. À travers le monde, partout où on a mis de côté une alimentation traditionnelle et on s'est tourné vers une alimentation industrielle, eh bien partout, on a eu l'émergence de différents types de maladies, un type de diabète, d'obésité, d'allergie, d'infertilité. Et je ne suis pas de ceux qui disent que tout ce qu'il y avait avant, c'est formidable, extraordinaire, mais on ne peut pas laisser se développer toutes ces substances comme ça sans réagir. Et moi, j'ai été, si vous voulez, sensibilisé, tout jeune médecin, à un problème qui avait été extrêmement aigu, qui avait été l'affaire du sang contaminé. Et je me souviendrai toujours des magistrats qui expliquaient lors de les interventions, lors des procès, que quand on sait quelque chose, quand on a un doute sur quelque chose, c'est de notre devoir d'agir. Pour agir, ce soir, il va faire 300 km jusqu'à Rietor de Randon en Lozère. Il est invité par la municipalité. Et pour écouter les conseils du médecin, la salle est comble. Faites attention à choisir des produits qui ne contiennent pas plus de 3 additifs, 3 grands E. Mais moins vous prendrez ces substances chimiques de synthèse, mieux ce sera pour vous. Les additifs alimentaires sont arrivés avec l'alimentation industrielle dans les années 60. Oui, c'est un problème important que celui des produits chimiques qui, de plus en plus souvent, sont ajoutés à notre alimentation. Nés dans les cornues des chimistes, les produits de synthèse utiles aux industries de l'alimentation se chiffrent aujourd'hui par milliers. Sont-ils tous réellement indispensables? Pour venir en aide à des aliments transformés qui manquaient parfois de goût, de couleur ou qui ne se conservaient pas bien dans le temps, les industriels ont commencé à ajouter ces substances. Il y en a aujourd'hui plus de 300 autorisés sur le marché. Mais les additifs n'ont pas toujours été chimiques. Au départ, ils étaient naturels et ils sont utilisés par l'homme depuis des siècles. C'est au Pérou, dans les montagnes arides de Chilca, que l'on trouve l'un des colorants les plus anciens, d'origine 100% naturelle. Le carmin, connu pour sa couleur rouge, se trouve dans ces immenses champs de cactus. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'un insecte.
Cette petite chenille, appelée cochenille, est récoltée sur ces cactus et elle se retrouvera bientôt dans nos assiettes. Ah, esta es la cochinilla madura. C'est la cochenille mature. Hay cochinilla madura que Il y a la cochenille adulte, celle qu'on récolte, la plus grande, y el resto son cochinillas bebés. et le reste, ce sont des larves qu'on laisse. Y los bebés se deja para cosechar en la próxima vez. Y esto, si tú lo Et ça, si tu l'écrases, ça va exploser et le carmin va sortir. La couleur rouge du carmin qui est dedans. Tu vois? C'est ça la couleur du carmin. Así es. La couleur rouge vient de la sève du cactus. La cochenille s'en nourrit, puis elle est récoltée. Avant, c'était seulement pour teindre les tissus, jusqu'à ce qu'ils découvrent que ça pouvait aussi se manger. Maintenant, c'est industrialisé et on l'utilise dans différents types d'aliments. Pour donner de la couleur aux boissons, à la viande, aux yaourts, même dans les boissons gazeuses, ils mettent du carmin. Pour rendre nos tissus, mais aussi nos boissons, nos viandes ou nos yaourts plus rouges, jusqu'à 12 kilos de cochenilles sont récoltés ici chaque jour. Les insectes sèchent ensuite au soleil pendant 72 heures, avant de prendre la route pour Lima, la capitale. C'est ici que les insectes sont transformés en colorants. Le E120, le carmin de cochenille. Nous sommes dans l'usine de Carlos Sarmiento, le premier exportateur du pays. Chaque jour, 3 à 4 tonnes de cochenilles séchées arrivent ici. On ne reconnaît pas les cochenilles, là? Non, on ne reconnaît pas l'animal, car c'est un insecte qui n'a quasiment pas de pattes. Comme vous voyez, on dirait presque une petite pierre quand il est sec. Les insectes sont broyés dans ces cuves. Puis on les mélange à de l'eau très chaude pour obtenir une pâte prête à l'exportation. Aujourd'hui, ce colorant est toujours utilisé partout dans le monde, et en France notamment. Nous avons suivi la trace du carmin jusqu'à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, dans ce laboratoire. Nadège Perret nous a ouvert les portes de sa cuisine très particulière. C'est ici que l'ingénieur concocte de savantes recettes pour les industriels. Ce matin, elle va utiliser notre colorant péruvien et des dizaines d'autres additifs d'origine naturelle ou bien totalement chimiques. Alors comment ça marche? Pourquoi sont-ils devenus indispensables? Démonstration. Si on rajoutait des fruits frais dans le yaourt ne se conserverait pas. Donc en fait, il y a une première étape de préparation de fruits sur sucre. En fait, on va enlever l'eau, en gros, et rajouter du sucre. Mais par contre, des fois, on perd un peu du goût, on perd un peu de la couleur. Donc on va renforcer la couleur avec un colorant. Et quand on mange un aliment qui est coloré, et ben le cerveau fait déjà une association et se dit « Ah bah oui, c'est un bon goût de fraise, ça a plus de goût ». C'est un yaourt aux framboises ou aux insectes? Pour l'instant, ça serait plus un yaourt aux insectes qu'à la framboise, vu qu'il n'y a pas de framboise. Mais là, on a joué par contre que sur la couleur. Si vous le goûtez, c'est toujours du fromage blanc nature. Du naturel pour la couleur et du chimique pour la saveur. Pour jouer sur le goût, Nadège Perret n'a pas de fruits, mais toute une panoplie d'additifs chimiques dans son laboratoire. Des molécules indispensables à ses recettes. C'est ce qu'elle va nous montrer maintenant. Pour préparer une mayonnaise industrielle, elle va utiliser des œufs, un peu, mais aussi beaucoup de chimie. Donc dans cette recette, on va ajouter de l'eau pour diminuer les coûts. Comme ça nous permettrait de mettre un peu moins d'huile. Mais on va compenser avec des additifs pour obtenir une texture représentative de la mayonnaise. Pour que l'huile et l'eau restent liées, l'ingénieur saupoudre son mélange de E1403, de l'amidon modifié. Et pour améliorer la texture, elle va également ajouter du E415, de la gomme xanthane. Enfin, pour le goût, elle utilise le E27, l'arôme mayonnaise.
On va rajouter un arôme mayonnaise parce que le fait d'avoir diminué au maximum l'huile et l'œuf donne un produit assez fade en goût. Donc on peut aussi remonter en mettant un peu plus de sel, un peu plus de poivre, mais on n'aura pas cette note caractéristique mayonnaise, donc on va rajouter un arôme mayonnaise, qui est un aromaticien, à essayer de faire une sélection de molécules qui donnent ce goût mayonnaise. Le composant principal de cet arôme mayonnaise, c'est le mono-oléate de sorbitane polyoxyéthylène, une molécule conçue en laboratoire dont voici la composition chimique. Avec ces 3 petites gouttes d'arôme, on va vraiment obtenir un produit différent en termes de goût. L'industriel, s'il utilise les additifs, ça va être pour réduire les coûts, mais ça va être aussi et surtout d'un objectif d'augmenter la durée de vie du produit, d'un point de vue sanitaire, moins de bactéries, moins de levures et moisissures, et puis que le produit conserve sa texture, conserve sa couleur, conserve son goût dans le temps. Les produits utilisés par l'ingénieur sont considérés inoffensifs, mais certains posent question. Ce sont les additifs chimiques dans lesquels on retrouve des nanoparticules, des particules invisibles à l'œil nu. Ces additifs sont très décriés aujourd'hui. Moi, je suis inquiet actuellement. Vous êtes inquiet ? Je suis inquiet parce qu'on voit... En mars 2015, le député vert José Bové appelle au boycott du E171, un additif qui contient justement ces mystérieuses nanoparticules. Alors, je sais que chaque fois que je viens, j'amène un petit cadeau. Oui. Là, j'amène 2 trucs. Je fais de la pub. Hollywood, vous connaissez, tout le monde connaît. Ça aussi. Voilà. M&M's, oui. Là-dedans, il y a un, on le voit pas marqué, c'est tout petit. Il y a marqué E171. Oui. Là, pareil, E171. Attention, le dioxyde de titane. Exactement. Ce sont des nanoparticules. Alors, on trouve ça dans des raviolis, on retrouve ça dans des plats préparés. Donc, E171, attention. Ah, moi, je dis aux gens qui nous regardent, boycottez déjà ces produits. Oui, vous n'avez pas besoin de ouais. bouffer cette merde. Bon. C'est un M&M, c'est boycotter. Le E171, ou dioxyde de titane, c'est un colorant blanc. Il est utilisé dans ces chewing-gums, ces bonbons, ou ce gâteau par exemple. On le trouve également dans la peinture blanche et même dans notre dentifrice et notre crème solaire. À la base, il s'agit d'un minerai présent dans la nature sous cette forme. Le titane est utilisé dans les montres, les ordinateurs ou les avions pour sa résistance à l'érosion. Le dioxyde de titane est quant à lui le meilleur des pigments blancs. Et pour transformer ce minerai en poudre, de l'acide est versé sur la roche, puis elle est broyée en particules très fines. Parmi elles, certaines seront ultra fines, invisibles à l'œil nu. Ce sont les fameuses nanoparticules. Et si elles sont tant décriées aujourd'hui, c'est parce que rien ne nous indique leur présence dans nos assiettes. Devant le ministère de l'économie ce matin, l'association citoyenne Agir pour l'environnement est en pleine action contre l'absence d'étiquetage de ces nanoparticules. Depuis 2015, une réglementation européenne impose aux industriels de les mentionner clairement sur les étiquettes en indiquant nano dans la liste des ingrédients. Cette association a écumé plus d'une vingtaine de supermarchés et n'a pas trouvé une seule mention nano. On a beau chercher, ça fait des mois et des mois qu'on regarde les étiquettes dans les supermarchés, on n'a toujours trouvé aucun produit avec la mention nano dans la liste des ingrédients. Ça fait pourtant 2 ans que c'est une obligation européenne. On n'a trouvé aucun. C'est quand même bizarre. Dans leur caddie, 200 produits suspectés de contenir ces fameuses nanoparticules. Des bonbons, des gâteaux, du café, des soupes, des raviolis. Pour eux, informer le consommateur est une question de santé publique. Il y a des scientifiques qui comparent les nanos à l'amiante. L'effet taille, c'est des toutes petites substances et du coup elles peuvent beaucoup plus facilement rentrer dans le corps. Et en plus c'est des substances
Petite, certes, mais très puissante, très réactive, très mobile. Et les effets, on les a très peu évalués. Pourtant, on les a déjà diffusés à grande échelle dans les assiettes des Français. Ça, c'est pas normal. L'association accuse les pouvoirs publics d'inaction. Car si l'obligation d'indiquer la présence des nanomatériaux dans la liste des ingrédients est entrée en vigueur en 2015, un an après, la répression des fraudes en charge des contrôles n'avait toujours pas commencé à analyser ces produits suspects. Face à cette lenteur, Magali et ses collègues ont décidé de prendre les choses en main. Cette petite association est la seule en France à se battre pour un étiquetage des nanoparticules. À chaque action, ils ne sont qu'une poignée, mais ils sont bien décidés à accumuler des preuves solides. Pour cela, ils partent régulièrement à la recherche de produits suspectés de contenir ces nanoparticules et ils ne sont pas difficiles à trouver. Là, il y en a. Je sais qu'il y en a. E171, du dioxyde de titane. Alors là, c'est gavé. Voilà, c'est soit écrit sous forme de code, comme ça, E171, soit c'est écrit en toutes lettres dioxyde de titane. Oh, putain, il y a du E171 sur tous les trucs. Il y a le E171, le dioxyde de titane, mais aussi le E551, le dioxyde de silice. Un anti-agglomérant que l'on trouve dans le café, le sel, le sucre ou les soupes. Et là, poule au pot, E551, donc anti-agglomérant, dioxyde de silice. E551, encore un. On est à 3 soupes. Les Australiens. Les additifs suspects sont partout, mais la mention nano, nulle part. Ils ont tous du titane? Ah ouais, E171. Il y a de très fortes chances pour qu'ils contiennent aussi des nanoparticules, donc, et ça devrait être indiqué. Donc, juste avant le E171, on devrait avoir la mention nano entre crochets. Dans les 10 précédents supermarchés qu'ils ont contrôlés, le constat a été identique. Pourquoi vous faites tout ça? Parce qu'on veut de la transparence, parce qu'on veut de l'information, parce qu'on veut du respect de la santé publique. Et qu'à un moment donné, il y en a marre d'être des cobayes. C'est l'omerta. Et malheureusement, nous, petite association, on doit faire ce boulot-là. Et on a du mal à faire confiance à nos pouvoirs publics. Donc on espère, avec notre action modeste, alerter les pouvoirs publics pour qu'eux, après, fassent le boulot. Ces produits, ils vont maintenant les faire analyser. Pour ça, l'association va en envoyer 6 au LNE. Le Laboratoire national de métrologie et d'essais est l'un des seuls laboratoires capables de détecter la présence des nanoparticules aujourd'hui. Nous nous y sommes rendus pour avoir les résultats. Introduire le chewing-gum. C'est l'ingénieur Nicolas Feltin qui va procéder aux analyses en commençant par ce chewing-gum. Donc, on va mélanger ce chewing-gum avec de l'eau et on va voir assez rapidement que l'eau va prendre une coloration blanche. Il peut probablement y avoir des nanoparticules dans cette suspension, oui. Pour le vérifier, les chewing-gums passent par une dizaine d'étapes. L'ingénieur utilise un microscope à balayage électronique. Sur son écran, le dioxyde de titane contenu dans le chewing-gum apparaît. Et on aperçoit ces tout petits éléments, les fameuses nanoparticules. On les voit bien là, si vous voulez, là. Elles sont où? Déjà, on en a identifié une qui est ici. Il y en a probablement une qui est ici. On va la mesurer pour voir combien elle fait. L'ingénieur les mesure, car même si elles sont toutes très petites, seules celles comprises entre 0 et 100 nanomètres entrent dans la définition d'une nanoparticule. Celle-ci fait 55-57 nanomètres. Et donc là, je déplace ici
et je vois que celle-ci, elle fait tout juste 99 nanomètres. Et donc vous, votre travail, c'est de mesurer chaque nanoparticule une par une? Bien sûr. Il faut aller compter les grosses, compter les petites, et ça c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel assez performant pour aller correctement mesurer ces particules quand elles sont comme ici. Sur les 6 produits envoyés par l'association, tous contenaient bien des nanos. Ces particules minuscules, présentes dans certains additifs depuis la fin des années 60, n'ont été découvertes qu'il y a une dizaine d'années grâce au progrès technologique des outils d'analyse. Les études sont encore rares, mais suffisamment alarmantes pour inquiéter les scientifiques. Alors, concrètement, une nanoparticule, ça peut schématiquement se dessiner comme un bout de matière dont la dimension caractéristique est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Et 1 nanomètre, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Ici, on a une fourmi. Ici, on a le cheveu. Ici, on a l'atome. Ici, on a la molécule. Et typiquement, les nanos se situent dans ce domaine dimensionnel-là. C'est extrêmement petit. Et le problème, c'est que dans cette dimension-là, on a des grains de matière qui peuvent passer les barrières biologiques. C'est-à-dire ? L'idée, c'est que ces particules, une fois qu'elles sont dans le corps, elles peuvent traverser certaines barrières biologiques et peut-être certaines études ont montré que même la barrière hémato-encéphalique pouvait être traversée, donc on pouvait retrouver des nanoparticules dans le cerveau. Aujourd'hui, ce sont ces scientifiques les premiers concernés par les dangers des nanoparticules. Car les premières études sur la question montrent qu'elles sont toxiques quand on les respire. À l'université Paris Diderot, on étudie les risques des nanoparticules depuis plusieurs années. Pour manipuler les nanoparticules de dioxyde de titane, l'ingénieure Sonia Bolland utilise un équipement comparable à celui que l'on utilise quand on manipule des produits toxiques. Et pourquoi vous portez un masque et vous travaillez sous une hotte? Donc ça c'est par mesure de précaution. Il faut en fait se protéger pour ne pas inhaler ces poudres. Car lorsqu'elles sont inhalées, les particules sont si petites qu'elles pénètrent très loin dans notre organisme. Ici en noir, on retrouve des nanoparticules de dioxyde de titane à l'intérieur des cellules. Après inhalation de nanoparticules, celles-ci peuvent traverser la barrière respiratoire pour se retrouver après dans d'autres organes secondaires. Et on voit après 24 heures que ces particules se trouvent à l'intérieur de la cellule. Dans les expériences conduites sur des animaux, des nanoparticules ont été retrouvées dans le cerveau, le foie et le cœur. Ici, les études sont menées par Franceline Marano, une professeure de toxicologie émérite, spécialiste des nanos. Pour elle, le danger est bien là. Nous avons montré avec des nanoparticules de dioxyde de titane que ça provoquait un stress cellulaire qui conduit à de l'inflammation. Et l'inflammation, malgré tout, surtout quand c'est répété, eh bien, ça peut avoir un effet peut-être à long terme. Des études ont montré que l'inhalation de ces nanoparticules peut entraîner le cancer du poumon. Et ce qui inquiète Franceline Marano, c'est que même des particules supérieures à 100 nanomètres peuvent entrer dans nos organes. Là, le point fort de ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut changer la définition. C'est ça que nous demandons. Parce que nous considérons qu'elle est trop légère, en quelque sorte, et qu'elle ne prend pas en considération, justement, ses propriétés spécifiques. Mais vous pensez qu'il faudrait relever la limite des 100 ? Moi, je pense, oui, qu'il faudrait relever la limite des 100. On pourrait aller très facilement jusqu'à 200 nanomètres pour l'évaluation du danger et des risques pour les populations.
En 2006, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le dioxyde de titane, le E171, cancérigène possible lorsqu'on le respire. Mais est-il toxique quand on le mange? Jusqu'à présent, les industriels niaient, car même si nous consommons du dioxyde de titane depuis plus de 50 ans, aucun article scientifique sérieux n'a jamais été publié sur la question. Quels sont les effets du colorant E171 sur la santé? Le dioxyde de titane. Il est composé de nanoparticules, ce qui n'est pas anodin pour la santé. Une étude de l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, le révèle aujourd'hui. Le 20 janvier 2017, à Paris, la première étude sur l'ingestion du E171 est présentée aux journalistes. Elle a été menée par ces deux chercheurs de l'INRA. Ils ont fait manger à des rats le fameux dioxyde de titane dans des doses comparables à celles que nous ingérons quotidiennement. Ils ont découvert que les nanoparticules traversent la paroi de l'intestin et se retrouvent là encore dans les cellules des animaux. Surtout, ils viennent de démontrer que l'ingestion de cet additif affecte le système immunitaire. Le système immunitaire de l'intestin, eh bien, il est affaibli. L'absorption du dioxyde de titane n'est pas neutre et a déjà un impact dès une semaine sur le système immunitaire de l'intestin. Et ce n'est pas tout. Leur étude montre que manger du dioxyde de titane peut favoriser le développement du cancer colorectal. On s'est aperçu qu'après 100 jours de traitement, 40% des rats présentaient ces lésions précancéreuses. Alerté par ces résultats, le ministère de la Santé a demandé des études supplémentaires sur la toxicité du E171, chez l'homme cette fois-ci. On a identifié des dangers chez l'animal. Ces dangers sont de différents ordres. Ils se poursuivent dans le temps, donc ils s'installent. Il faut donc continuer d'apporter des informations très très précises pour préciser de ce danger et voir s'il est susceptible de se traduire par un effet santé. Pour protéger la santé de ses clients, le même jour, une marque de bonbons a décidé de retirer ces nanoparticules de l'ensemble de ses produits. Mais tous les industriels n'ont pas eu la même réaction. Cet après-midi, les membres de l'association Agir pour l'environnement ont rendez-vous avec Carrefour. Ils affirment que ce mélange d'épices pour guacamole contient du E551, l'anti-agglomérant présent dans de nombreuses poudres comme le sel et le sucre. Et les analyses du laboratoire confirment la présence des nanoparticules dans ce produit. Pourtant, toujours rien ne le signale sur l'étiquette. Les résultats sont sans appel. Ils sont clairement en infraction avec la loi, avec la réglementation européenne. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont bien pouvoir se défendre. Ils espèrent que grâce à ces résultats, c'est parti! La marque va leur annoncer qu'elle va désormais étiqueter ce produit. Mais on a des informations irréfutables. Ils ont accepté de nous recevoir, donc on va faire état de nos informations et on va rester optimistes. Nous n'assisterons pas à cette réunion à huis clos. Face aux 3 membres de l'association, 4 responsables de Carrefour sur la défensive. Le rendez-vous va durer 1h30, mais rien ne s'est passé comme prévu. La petite association n'a pas fait plier le géant de la grande distribution. Au contraire. Les cadres de Carrefour leur ont répondu qu'ils respectent la réglementation sur l'étiquetage. Pour eux, les analyses, pourtant réalisées dans l'un des 2 seuls laboratoires compétents en la matière, n'ont aucune valeur. Car le fournisseur de Carrefour garantit à son client que ce produit ne contient absolument aucune particule nano. Vous vous sentez comment là? J'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair, j'ai besoin de prendre des avis, j'ai besoin de réfléchir un petit peu parce que finalement, ils nous ont répondu sur un angle que je n'avais pas envisagé comme prioritaire. Ils s'appuient sur le fournisseur qui aujourd'hui leur a produit une attestation indiquant qu'il n'y avait pas de nano dans leurs produits. Ils vous l'ont montré? Oui, ils l'ont montré, oui. Et vous l'avez là? Non. Vous l'avez vu? On l'a vu, oui. Nous avons contacté Carrefour et le fournisseur, mais ils n'ont pas donné suite à notre demande d'interview.
Dans ce domaine, les industriels sont peu bavards. En 2014, l'association 60 millions de consommateurs contacte 100 entreprises agroalimentaires pour leur demander si elles utilisent des additifs sous leur forme nano. 25 ont dit non et 75 n'ont pas donné de réponse. Qu'en disent les fabricants de E171 et E551? Là aussi, silence radio. Nous avons identifié une vingtaine d'usines en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Chine et en Corée du Sud. Là encore, leurs portes sont restées fermées. La plupart a même refusé de transmettre les détails de composition de leurs produits à l'agence européenne qui les contrôle. Sur leur certificat, il est effectivement mentionné que les additifs ne contiennent absolument pas de nanoparticules, comme ils l'ont indiqué à leurs clients Carrefour. Pourtant, l'analyse des chewing-gums ou du guacamole a montré que les nanos étaient bien là. Alors comment est-il possible que les industriels continuent de nier leur présence et pourquoi? Dès le départ, les industriels ont tout fait pour que la loi sur l'étiquetage n'existe pas. La bataille s'est passée à Bruxelles. Elle a opposé le Parlement européen au lobby des industriels. C'est là que nous avons rencontré ce chercheur spécialiste en lobbying. Observateur critique du fonctionnement des institutions européennes, Martin Pigeon organise régulièrement des visites pour faire comprendre le rôle des groupes de pression, ces lobbies, dont le travail consiste à influencer ceux qui font les lois. Ici, on est vraiment dans le centre un peu de gravité du quartier européen. Si vous regardez l'espèce de grande autoroute là, qui est là, qui s'appelle la rue de la Loi, à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre droite sont des bâtiments de la Commission. Et à peu près tous les bâtiments qui sont sur votre gauche sont des lobbies. C'est pas exprès, mais c'est comme ça. Pour le chercheur, aujourd'hui, les lobbies qui défendent les nanoparticules font la même chose que les lobbies du tabac, il y a 30 ans. Ce qu'ils avaient inventé à la base, c'était de semer le doute, c'est-à-dire de toutes les fois qu'une étude scientifique est utilisée par un régulateur pour justifier une décision politique, c'est de jeter le doute en fait sur les conclusions de cette étude. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que l'industrie des additifs, elle va d'office dire que toute étude scientifique qui dit que, par exemple, le dioxyde de titane ou le nano-argent, c'est dangereux pour la santé, bah peut-être, mais peut-être pas. Il faut chercher plus loin. Et on perd une décennie. Pour gagner du temps, les lobbies ont proposé un projet de loi anti-étiquette. Auprès des autorités européennes, ils ont affirmé que le fait d'inscrire la mention nano ferait fuir le consommateur. En résumé, mieux vaut ne pas informer pour ne pas inquiéter. Et alors, évidemment, le souci du lobby, c'est de dire, oui, mais attendez, si on étiquette, il va y avoir une présomption de risque. Et donc, il ne faut pas inquiéter inutilement les consommateurs. C'est vraiment pas la peine de faire ça. Ça va être discriminatoire pour nos produits. Ce qui est une trahison pure et simple de l'esprit de la directive qui est d'informer le consommateur sur ce qu'il est en train d'acheter. Michèle Rivasi est eurodéputée Vert. Elle s'est battue contre ce projet anti-étiquetage. Elle rencontre souvent les lobbies au Parlement. Et voici comment elle décrit leur stratégie dans le domaine des nanoparticules. J'ai très peu vu les lobbies. Sur quoi? Sur les nanoparticules. En fait, ils ont fait un travail en douce pour qu'il y ait le moins d'informations possible vis-à-vis des députés européens. Et comme ça, il n'y a pas eu une alerte. Et donc, ils ont pu faire passer leur amendement sans problème. Si vous voulez, regardez, il y a des nanoparticules de partout. Une législation très faible. Et ça permet justement d'avoir la liberté d'en mettre aussi bien dans les aliments que dans les médicaments, dans les vaccins. C'est incroyable.
Et puis de l'autre côté, du côté législatif, du côté de la commission, il n'y a pas du tout de contraintes. Donc on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Et comme c'est un sujet qui est très mal connu par les députés, ben ils ont la liberté de faire. Et ça vous... Ah, moi, ça m'horrifie. Parce que je vois que toutes les études qui se font montrent que, par exemple, sur le dioxyde de titane, le dioxyde de l'acide, etc., par l'inhalation, il y a des tumeurs au niveau des poumons, et que ça se fait en toute impunité. Parce que on joue sur l'ignorance, on joue sur le fait que c'est très caché, on joue sur le fait que même les entreprises qui en manipulent n'en parlent pratiquement pas. Et puis, sous couvert de high technology, vous voyez, nanoparticules, ils sont très très malins dans leur façon de communiquer. Bonjour tout le monde. Le Parlement a finalement rejeté le projet de loi anti-étiquetage nano. Aujourd'hui, la réglementation est bien là, mais les lobbies continuent leur travail. Nous nous sommes procuré un document confidentiel qui a circulé entre les lobbies des industriels et les membres de la commission. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Non. Alors. Ah, ça, c'est les définitions, ça. Est-ce que l'ingrédient a été internationalement produit? Une sorte de guide anti-étiquette. À chaque fois qu'un produit devrait mentionner la présence de nano, le lobby livre aux industriels un contre-argument. Pour qu'il y ait étiquetage, pas moins de 7 conditions doivent être remplies. En revanche, il suffit d'un nom pour ne pas étiqueter. Si l'on reprend nos deux additifs, le dioxyde de titane et le dioxyde de silice, le contre-argument repose sur une petite nuance dans la définition. Les nanos sont bien des particules inférieures à 100 nanomètres. Mais il faut aussi qu'on les ait ajoutées intentionnellement. Donc il suffit de dire que ces particules sont là, par accident, pour éviter la mention nano. Ils omettent de dire qu'une particule qui peut être supérieure à 100 nanomètres, elle peut très bien se dégrader en particules plus fines. Comment on peut contrôler ça? Ça, c'est le discours de l'industriel qui ne veut pas d'étiquetage. Grâce à ces contre-arguments, début 2017, il n'y avait toujours pas d'étiquette nano sur nos produits alimentaires. Mais plus grave encore, les industriels semblent avoir infiltré les agences européennes qui pourtant sont censées nous protéger. Celles-là même qui autorisent ou non la présence de ces nanoparticules dans nos assiettes. C'est la Commission européenne qui donne les autorisations de mise sur le marché de chaque additif, en suivant l'avis d'une institution censée être neutre et impartiale, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Nous avons trouvé cette vidéo sur Internet. Bonjour, je m'appelle Duke Dotkin et je suis l'avocat de l'Agence européenne de sécurité des aliments. L'avocat souligne les valeurs de l'agence. Des valeurs fondamentales comme la réactivité, l'excellence scientifique, l'indépendance, l'ouverture et la transparence. Malgré cette transparence affichée, là encore, nous n'avons pas obtenu l'autorisation de filmer l'évaluation d'un additif. Alors nous avons enquêté pour vous expliquer comment ça marche. L'EFSA est basée à Parme, en Italie. Pour chaque additif, elle évalue la quantité qu'on peut avaler chaque jour, sans risque pour notre santé. Pour cela, elle réunit un panel de scientifiques. Ces experts ne travaillent pas en laboratoire. Ils lisent les rapports des fabricants. Et parfois, d'autres études publiées sur la question. C'est notamment le lobby de l'industrie chimique qui a fourni le dossier du E171 à l'EFSA. En septembre 2016, l'agence a conclu pour la seconde fois que cet additif ne pose aucun problème. On a voulu filmer les experts de ce panel. Mais là encore, c'était non. La transparence, l'ouverture, l'indépendance. Le problème vient peut-être du fait que cette indépendance, justement, a été plusieurs fois remise en question. En 2012, le Parlement européen a même bloqué le budget de l'EFSA, car il y avait trop de conflits d'intérêts parmi ses experts. Un an après ce blocage, les conflits d'intérêts étaient toujours importants.
Cette spécialiste des institutions européennes a publié en 2013 une enquête fouillée et édifiante sur les rapports de force au sein de l'EFSA. Stéphane Aurel a passé à la loupe les CV de ces experts recrutés par l'Agence européenne de sécurité des aliments. On a vérifié un à un tout ce qui avait été déclaré dans ces plus de 200 formulaires et on est arrivé à un total de presque 60% des experts liés à l'industrie ou à des intérêts commerciaux. L'EFSA est l'agence qui est responsable de la sécurité des aliments en Europe. Elle ne devrait pas accepter dans ses panels des experts qui ont des liens, quels qu'ils soient, avec le secteur agroalimentaire. Selon son enquête, les scientifiques de l'EFSA qui devaient rendre un avis pour la mise sur le marché d'un additif avaient des liens avec les géants de l'agroalimentaire comme Coca-Cola, Nestlé ou Danone. Ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est qu'il y a un certain nombre d'experts, en particulier les présidents des panels, avaient des conflits d'intérêts selon les règles de l'EFSA. Sur l'ensemble des conflits d'intérêts, un institut revient régulièrement, l'ILSI. Pour l'auteur du rapport, le fait que les experts de l'EFSA collaborent avec cet institut est très problématique. C'est pas du tout un institut en fait, c'est une organisation à but non lucratif dans ses statuts, mais elle est exclusivement financée par les géants de l'agroalimentaire, des pesticides, pharmaceutiques, des biotech, des OGM, qui a été créée par Coca-Cola dans les années 70. C'est une organisation extrêmement bien pensée pour défendre les intérêts de l'industrie, c'est une organisation en gros de lobbying scientifique, qui fabrique de la matière scientifique, qui défend les intérêts de ses adhérents. Donc, pour un expert, collaborer avec ILSI, on le considère, nous, comme un conflit d'intérêts. Par mail, l'EFSA nous a répondu que ces experts n'ont pas le droit d'être employés par l'ILSI, mais ils peuvent collaborer avec cet institut, en faisant une présentation lors d'un congrès par exemple. Nous avons décidé de nous rendre à l'un de ces congrès, à Barcelone. L'ILSI a convié plusieurs membres de l'EFSA, ainsi que des industriels. Pendant 3 jours, ils vont discuter des dernières innovations, et notamment de la présence de nanoparticules dans les emballages alimentaires. Tous les jours, nous sommes confrontés à une pression médiatique. On voit beaucoup d'histoires de produits chimiques toxiques et de nombreuses alertes sur différentes substances. Les consommateurs sont beaucoup moins conscients des bénéfices de ces produits. C'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui. Le ton est donné par Diane Banati, directrice exécutive et scientifique de l'ILSI, qui organise ce congrès. Avant, elle était présidente du conseil d'administration de l'EFSA. En 2010, elle aurait été contrainte de démissionner de l'Agence européenne de sécurité des aliments en raison de plusieurs collaborations avec l'ILSI qu'elle n'aurait pas rendues publiques. Le forum est financé par une douzaine de géants de l'alimentation industrielle, dont Danone, Nestlé, Coca-Cola, Mars ou Tetra Pak. Plusieurs membres actuels de l'EFSA sont présents. Mais sur ce document que nous a remis l'organisation, 2 ont indiqué ne pas vouloir être filmés ni approchés par les journalistes. L'un d'entre eux est sur scène. Nous préservons son anonymat à sa demande. Il fait une présentation pour l'ILSI. Il travaille également pour un centre de recherche financé en partie par des industriels. Il va accepter de nous parler, anonymement toujours. Nous lui demandons s'il voit là un conflit d'intérêts. Vous comprenez que vous pourriez être influencé par des industriels qui, eux, n'ont pas les mêmes intérêts que le consommateur? Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je pense que nous allons arrêter maintenant. On avait dit une question ou 2. C'est finalement un autre collaborateur de l'EFSA qui acceptera, sous couvert d'anonymat là encore, de nous en dire plus. Dès qu'il y a des experts qui sont issus d'autres organismes que les centres de recherche, par exemple ceux qui viennent des centres techniques, etc., là c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de conflit d'intérêts, parce que eux, le budget de leur organisme dépend des interactions qu'ils ont avec les industries, et c'est là que le problème arrive. Bien sûr qu'ils sont plus influencés par l'industrie. Vous le sentez, vous? Mais bien sûr que je le sens. Et d'ailleurs, ça a été source de certains conflits, c'est clair, quoi. Ils sont aussi beaucoup plus,
incompréhensif, conciliant entre guillemets ce que l'industriel, là où l'industriel veut arriver. Malgré les rapports et les enquêtes qui s'accumulent, les liaisons dangereuses entre industriels et agences européennes n'ont pas cessé. Voici sans doute pourquoi les additifs contenant des nanoparticules sont jusque-là passés à travers les mailles du filet. Pour certains, notre nourriture quotidienne est à ce point trafiquée que nous nous empoisonnons lentement tous les jours. Les industriels de l'alimentation protestent et affirment qu'il n'en est rien et que leurs produits sont sans danger. Qui faut-il croire? Qui croire? Les lobbies, les industriels, les agences européennes qui décident sur des rapports aux origines douteuses, ou de petites associations qui se battent avec leurs faibles moyens? Les scientifiques se sont saisis du dossier et ont fait un peu plus de lumière dans toute cette opacité savamment entretenue. Les révélations ne font que commencer. Le consommateur, mieux informé, est devenu suspicieux. Alors certains ont compris qu'il fallait parier sur le coup d'après. Cette année, à ce salon de l'agroalimentaire, la mention tendance sur les étiquettes, c'est le sans. Sans gluten, sans OGM, mais aussi sans colorant, sans conservateur, sans arôme. Avec un nouveau venu, le Clean Label, un label propre, avec le moins d'additifs possible. Vraiment sans et vraiment clean, nous ne le savons pas encore. Mais que ce soit pour surfer sur la tendance, ou se prémunir d'un futur scandale sanitaire, plusieurs grandes enseignes françaises et américaines ont annoncé elles aussi le retrait du E171, le dioxyde de titane, de tous leurs produits. En attendant, quand on essaie de supprimer les additifs chimiques et les nanos de son alimentation, il ne reste pas grand-chose au fond du frigo.